Bonjour, à l'info cette semaine, notre journaliste François Poisson s'entretient avec Monsieur Guillaume Bellil du Centre des arts populaires de Nicolet à propos d'un nouveau projet qui aura lieu dans ce beau bâtiment. Bonne écoute. Alors bonjour, mon nom est François Poisson. Je suis en compagnie de Guillaume Bellil qui va nous parler de son travail au Centre des arts populaires de Nicolet et de bien d'autres choses. Alors bonjour Guillaume. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, assurément. D'où es-tu originaire, toi, Guillaume? Moi, je viens de Pierreville. OK. Donc, je suis né là-bas. Je vais pas mal rester dans la région toute ma vie. Une petite incursion à Gatineau, Ottawa. Les études? Pour des études à la maîtrise, pour enseignement aussi. Puis par la suite, je suis revenu dans le coin ici il y a quelques années. Les études et de l'enseignement en philosophie. C'est en plein ça. Donc, j'ai fait mon bac à l'Université de Trois-Rivières en philosophie. Par la suite, je suis allé justement à l'Université d'Ottawa, donc où j'ai justement fait des études en maîtrise et j'ai été engagé par la suite pour enseigner à temps plein cégep de Gatineau pendant 2 ans. Quel était ton sujet de maîtrise? Ah, mon Dieu! Oui, ça fait longtemps. Une autre vie, ça. C'était sur les scandales financiers. Hé! Ah oui, j'en parle pas souvent, ça. Ben mon Dieu, c'est un objet philosophique comme un autre, on va dire, mais c'est plutôt rare que... Oui, bien, disons que... un peu de l'éthique, là, quelque part? Oui, bien exactement, c'est ça. En philosophie, j'ai toujours apprécié de faire de la philosophie, mais dans une optique un peu plus concrète, là. Disons, il y a plusieurs domaines, plusieurs champs en philosophie, et puis il y en a certains qui vont y aller un peu plus dans la métaphysique, dans la phénoménologie, dans les domaines théoriques, et puis moi, j'essayais toujours d'aller un peu plus dans le concret, là, disons. Je voulais que ça ramène à quelque chose... Il faut faire attention quand on dit ça, mais tu sais, quelque chose d'utile un peu, là, quelque chose d'applicable. Oui, c'est utile, la philosophie. D'ailleurs, je suis certain... Ça finit par l'être. Que ça te sert dans ton travail. Toi, ton poste, exactement, tu es agent de développement culturel et... Agent de développement. Oui. Ouais, on peut juste dire ça. OK. Agent de développement au Centre des arts populaires à Nicolet, ici. Et comment la philosophie te sert-elle dans ce travail? Oh là là. La philosophie, disons, c'est plus dans une acquisition de compétences, là, une acquisition de sens critique, de questionnement, d'observation des situations. Évidemment, j'utilise pas Nietzsche et puis Kant à chaque jour, là. C'est pas ça, c'est pas ça l'idée, mais ça permet peut-être de se questionner justement sur des fondements de certaines problématiques, d'aller voir... de réflexion, d'analyse. Exactement, aller voir au-delà des apparences pour réussir à voir... c'est quoi, qu'est-ce qui nous unit par rapport à certaines questions pour par la suite, voilà, enfin, c'est dur de résumer ça en quelques mots. Non, mais ça permet d'extrapoler puis de voir des tendances. Oui. Puis de... Bien, il y a beaucoup de gens en philosophie, en fait, qui se retrouvent dans des domaines qui ne sont pas du tout liés à la philosophie, là. J'ai des amis qui sont chez Desjardins, par exemple, ou d'autres beaucoup qui finissent en politique, des domaines comme ça. Justement parce que au-delà des compétences pratiques, bien, ça permet d'avoir du savoir-faire, justement, du savoir-être. On a besoin d'une compétence en éthique, en politique, ça, c'est certain. Oui, bien, c'est pas parce qu'on étudie en philosophie qu'on est éthique, par exemple. Bon, au moins, on sait pourquoi on ne l'est pas. On sait qu'on ne l'est pas. C'est ça. Voilà. On s'en rend compte. Tu n'es pas juste, toi, au service du Centre des arts populaires, mais tu es un créateur aussi. Oui, bien, je pense, effectivement. Et tu as transformé le centre, parce que le centre, quand ça a été fondé, 2007-2008, il y avait déjà une vision, il y avait une certaine tangente. Et toi, tu es venu bonifier ça, tu es venu amener ça aussi un petit peu plus à côté. Bien, disons que, justement, lorsque j'ai été engagé par Bernard, le directeur, donc en 2014 peut-être, donc, il m'a engagé en tant qu'agent de développement spécifiquement. Donc, il n'y avait pas vraiment d'agent de développement là avant. Et puis, donc, en m'engageant dans cette tâche-là, mon rôle, c'était d'apporter des nouvelles activités. Donc, c'est de faire connaître le centre sur divers aspects. Et puis, donc, moi, mon intérêt était plus sur des activités, justement, des activités immersives, des activités qui vont toucher davantage les... Immersives. Immersives. Comme donc, les grandeurs nature. Comme des grandeurs nature, comme de l'improvisation, comme... justement, même à la limite d'une forme de théâtre. Donc, quelque chose qui va peut-être toucher davantage des publics un peu plus jeunes, entre guillemets, tu sais, je ne sais pas, 20, 35 ans.
si on peut dire. Donc, je me suis davantage concentré là-dessus. Et puis, c'est ça, donc j'ai organisé mes propres activités, donc des activités justement de théâtre immersif, là, de grandeur nature, de jeux de rôle, mais aussi d'autres activités, comme par exemple à chaque année depuis 2015, 2014, je ne sais plus, on organise des activités à l'Halloween, donc pour les jeunes, pour les enfants. L'idée étant toujours d'essayer de les amener dans un autre monde. En fait, c'est pas mal souvent ça que je fais. Mes activités, si on résume, c'est toujours essayer de comme créer un monde et puis amener les participants, les participantes à l'intérieur de ce monde-là. C'est parce que tu n'aimes pas notre monde, ça, c'est ça, hein? Je ne répondrai pas à cette question. Tu cherches un ailleurs? Oui. Oui, non, pas nécessairement. Je sais que certains vont participer à ça dans un esprit un peu de fuite, là, d'évasion. Le monde, des fois, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, disons, mais pas nécessairement. Donc, en fonction, chaque personne recherche certaines choses dans ces activités-là, et puis, donc, on y va toutes pour nos raisons. Mais, toi, grandissant, c'est-tu des choses que tu as faites, ça, de l'impro? Puis, j'en ai fait un petit peu au cégep. Vraiment pas tant que ça. Moi, j'ai jamais été... j'ai fait du théâtre quand j'étais jeune. J'étais justement ici, là, au Théâtre Bellecour, avec Mario Pélise. Ah ouais. Donc, on les salue. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont passé par là. Mais j'ai surtout fait justement du jeu de rôle grandeur nature, donc qui est en fait une grande improvisation d'une fin de semaine. Bien souvent, on peut voir ça comme ça. C'est pas toujours médiéval, les grandeurs nature, là. Quelle époque ou quelle réalité ça pouvait toucher? Là? C'est ça. Ce qui est le plus connu, ça va être les grandeurs nature médiévales. Ouais. Donc, Bicoline. Le classique, c'est ça va être Bicoline. Et même à ça, Bicoline, des fois, il y en a qui vont dire « Ah, c'est pas une grandeur nature, on est plus dans une foire médiévale, une foire immersive. » Enfin, des détails. Les gens qui connaissent ça font des nuances. Oui, c'est ça, des détails pour les gens qui sont plus dedans. Mais donc, non, effectivement, c'est pas juste médiéval, c'est parce que c'est ce qu'on connaît le plus. Mais essentiellement, l'idée d'un jeu de rôle grandeur nature, c'est de créer un univers, de créer un monde, d'incarner des personnages à l'intérieur et puis de faire vivre une histoire à l'intérieur de ça. Donc, à ce moment-là, on peut être dans n'importe quelle époque. On peut même être dans l'époque contemporaine, si on le désire. Là. On pourrait être en romantique, contemporain, futuriste. Voilà, c'est juste que peut-être en raison de l'influence de Donjons Dragons, les jeux de rôle sur table, ou même au début des années 2000, Le Seigneur des Anneaux, évidemment. Je pense ça a aidé l'engouement. Ouais, exactement. C'est ce qui est connu le plus, mais sinon, il y en a plein de types dans le monde, en Occident et ailleurs. Est-ce que je me trompe ou de participants, là, toi, tu es devenu plus comme Dieu? Ouais, qui va encadrer les participants. Oui, bien là, Dieu, c'est un peu... Non, mais... métaphore, là, oui, mais... Oui. Non, bien exactement. C'est pour ça que je disais tantôt, j'ai jamais été... oui, j'ai fait de l'improvisation, j'ai participé, mais disons, maintenant, je suis peut-être un peu plus à l'aise en étant organisateur, maître de jeu, donc effectivement. Et même metteur en scène, en fait. Ça, je le compare un peu à ça. Donc, effectivement, être pas au-dessus, mais être un peu à côté des participants, de ceux qui vont vraiment incarner des personnages et puis offrir l'univers de jeu, répondre, offrir des rétroactions à ce que les gens vont faire, mettre des situations qui vont leur permettre d'agir, avoir des scènes intéressantes, finalement. Donc, effectivement, c'est mettre en scène, c'est ça. Donc, si on compare ça du théâtre. Ça s'écrit au fur et à mesure. Puis là, on parle de mise en scène. On a parlé de grandeur nature. Toi, tu préfères le terme théâtre de l'incarnation. Et c'est là que ça devient pertinent de parler de mise en scène parce que c'est de ça dont il s'agit finalement. Ben oui, exactement. Évidemment, tout ça, le Québec est un peu plus à l'arrière, disons, par rapport à certains autres endroits dans le monde, par exemple les pays scandinaves ou en Europe en général. Donc, par exemple, ici, l'étude du jeu de rôle grandeur nature, c'est pas nécessairement quelque chose de très développé à l'université. Les chercheurs se penchent un peu dessus, ça commence, mais pas tant, tandis qu'en Europe, vraiment, il y a des gens qui font des doctorats là-dessus. C'est dans les pays scandinaves, c'est reconnu par le gouvernement, donc c'est vraiment quelque chose de très ancré. Et puis donc, j'essaye un peu d'apporter ma pierre à l'édifice ici. Donc, je fais des petites réflexions à ce niveau-là. Et moi, c'est un peu la perspective que j'ai, c'est que lorsqu'on fait de ces jeux de rôle grandeur nature-là, on peut avoir différentes intentions. Donc, certains vont être plus ludiques, je sais pas, s'amuser, tout simplement, là, comme on peut le faire en général. Et dans la perspective que j'ai, j'essaie d'apporter ça, moi, de mon côté, un peu plus vers une
perspective un peu plus artistique, si on peut dire. Ouais. Donc, avoir une intention artistique, partager des émotions, partager un message, partager quelque chose. Et dans cette optique-là que j'essaie de faire des parallèles justement avec le théâtre. Donc, théâtre de l'incarnation, donc un théâtre qui fait en sorte que c'est pas des acteurs devant des spectateurs, mais c'est un endroit où le spectateur et l'acteur, c'est une seule et même personne, finalement. OK. Donc, plutôt que de voir les acteurs acter la tristesse, la mélancolie, la joie, bien là, à ce moment-là, c'est nous qui le jouons nous-mêmes. Et puis moi, je pense que c'est quelque chose de très puissant, là, quand on est capable d'en être rendu là. On peut en ressortir changé. Avec une ouverture d'esprit, avec la bonne attitude, les gens viennent à se sentir partie prenante, puis là, à ressentir à l'intérieur de la situation, des émotions qui vont avec les personnages. Bien, c'est ça, exactement. Évidemment, comme je mentionnais, chacun va aller chercher quelque chose qui lui correspond. Donc, certains vont participer uniquement dans le but un peu de, justement, un but ludique, un but de faire un jeu, même un but de compétition, des fois, tu sais, l'idée de... On fait, mettons, quand il y a des combats... Nous là, contre eux. Bien, c'est ça. À l'extérieur, parfois, mettons, en bicoline, il va y avoir des combats, Ouais. tu sais. Donc, là, à ce moment-là, il y a une notion de compétition, ou même quand tu fais de la politique dans ces jeux-là, donc, tu sais, on veut gagner. Mais sinon, on peut y aller dans une optique un peu plus, justement, narrative, là, de création de l'histoire, de vivre des émotions tous ensemble, de créer des belles scènes, finalement. Ouais. Tu sais, ça peut être impressionnant quand même quand il n'y a rien de prévu et puis que soudainement... Spontanément, effectivement, il se crée quelque chose et puis là, on en ressort justement avec, parfois bouleversé, là, parfois changé. Là. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu moins poussé au Québec, mais qui commence à ressortir de plus en plus puis qu'on essaie d'encourager. Là. Puis toi, ton véhicule créatif, Guillaume Bellil, ça s'appelle l'Enclave. Oui, exactement. Comment tu définirais l'Enclave? Oui, les gens vont surtout connaître l'Enclave pour les activités peut-être un peu plus Renaissance qu'on va faire, là, médiévale Renaissance. Ce qui s'appelle avènement, c'est ça? Exactement. Donc, on appelle ça des tractations. C'est comme des événements d'une soirée qui sont dans un univers fictif qui a été créé, qui est une inspiration justement de la Renaissance, qui n'est pas historique, là, juste pour le clarifier. Mais j'essaie aussi de faire d'autres événements. Donc, on va appeler ça des one-shots, des un coup, si on peut dire. Oui, il y avait eu un truc de zombies là, à Nicolette. Oui, bien, c'était pas des zombies, mais oui, effectivement. OK, c'était quoi donc? Moi, j'avais retenu ça, là. En fait, bien ça, oui, ça ressemblait un peu à ça, effectivement. Donc, ça en était un, ça s'appelait Kun. OK. Donc, K-U-N. Donc, on avait organisé juste avant la pandémie. C'est de votre faute, c'est vous autres! Peut-être un peu, on ne le sait pas. Mais peut-être qu'il y avait la COVID, on ne le savait pas. Ouais. Mais donc ça, c'était probablement un des plus gros. C'était pas les mêmes symptômes. Ouais. Non, c'est ça. C'est un des plus gros qu'on avait organisé à l'époque. Donc, ça se passait vraiment en 10 ou 12 lieux à Nicolet. Donc, on avait loué des salles un petit peu partout. Et puis, le contexte, c'était... Nous sommes à Nicolet, donc on ne fait pas semblant d'être ailleurs. On est vraiment à Nicolet. Et sauf qu'au mois de juin, soudainement arrive une tempête de neige complètement imprévue et même totalement anormale. Et puis là, la situation dégénère un peu. Donc, évidemment, ça dégénère tout le temps. Mais il faut qu'il se passe quelque chose ben, c'est ça. pour que ça soit intéressant. Exactement. Et donc, à ce moment-là, ben, les gens doivent un peu survivre à cette chose-là. Donc, ça se passait autant à la Polyvalente, au Centre des Arts. On avait quelque chose au Montfort aussi, au Musée des Cultures du Monde, pardon, à l'ancien couvent des Sœurs Grises. Donc, les gens se promenaient dans le bois des Sœurs. Et puis, enfin, c'était assez... Les Nicolétains ont pogné de quoi? Oui, bien, on a croisé quelques-uns. Là. On a demandé ce qui se passe un peu. On a beau l'annoncer, ça reste que c'est pas tout le monde qui le voit. Donc c'est ça. Donc, avec l'Enclave, j'essaie d'organiser différents événements comme ça. Donc, l'idée étant toujours de créer des mondes, là, des mondes inédits dans lesquels on va faire vivre des aventures, des expériences à des participants. Et puis justement, la devise de l'Enclave, c'est imaginer, créer, incarner. Donc, ça résume un peu le tout. Donc, aider les gens à imaginer des concepts de personnages, imaginer des choses, les créer, donc les costumes, l'histoire de leurs personnages, les liens, donc vraiment utiliser tout ce qu'une équipe de théâtre finalement va faire. On le met entre les mains du participant, puis c'est lui qui va le faire à ce moment-là. Donc, tu sais, il va faire son propre costume, il va pratiquer son jeu d'acteur, son jeu d'actrice. Et par la suite, incarner, c'est le jouer. Donc, c'est vraiment participer aux événements. Donc, ça tourne toujours un peu autour de ça, là. Et comme du théâtre, il y a des décors. Alors, tu as commencé à modifier, transformer complètement des lieux, des salles du Centre des arts populaires.
il y a un laboratoire, il y a une salle. Comment on peut les décrire, ces endroits? Oui, bien, l'initiative a commencé. On y pensait déjà un peu avant 2020, avant que la COVID commence. Et puis, lorsque la COVID donc, a débuté, bien là, disons que le Centre des arts est pas mal basé sur la location de salles et les événements, ce qui fait en sorte qu'il ne s'est rien passé pendant longtemps. On ne peut rien faire. Alors, tant qu'à rester à rien faire, bien, donc on a décidé de faire une levée de fonds. Donc, pour aller voir vraiment la communauté, les gens qui participaient à l'enclave et même à d'autres activités, et même au Centre des arts en général, pour lever des fonds, pour pouvoir modifier les locaux, justement. L'idée étant de donner un cachet vraiment unique au Centre des arts populaires, les différentes salles à l'intérieur. Pour ceux qui sont déjà allés, donc la grande salle, déjà, c'est splendide. C'est magnifique. C'est la voûte de l'ancienne cathédrale de Nicolet. Donc, à ce moment-là, la grande salle, pas grand-chose de toucher là. Elle a été repeinte, par exemple? Elle a été repeinte. Ça donne effectivement, une touche, c'est ça. Avant, c'était un peu plus un bleu Sainte-Vierge, là, on peut dire, un bleu poudre, un peu. Là, c'est un bleu royal. Exactement. Donc, ça fait ressortir les dorures et tout ça. Mais les autres salles, tout aux alentours de la grande salle, disons que c'est des salles communautaires classiques, là. Donc, flat, blanches et tout ça. Donc, l'idée étant de tranquillement les modifier afin de leur donner un cachet immersif, donc un cachet vraiment de décor qui va rappeler un peu le style Renaissance. Et même dans le cas du laboratoire, donc ça, c'est plus médiéval, là. Autant pour, justement, l'enclave que pour n'importe qui voudrait venir donc louer les locaux. Et justement, depuis le début de l'année, donc depuis février 2022 jusqu'à mai, je pense qu'à toutes les fins de semaine ou presque, il y a eu des organisations de partout au Québec qui sont venues faire des événements, là. Encore récemment, il y a eu une organisation, c'est plus des reconstitutions historiques qu'ils font, mais donc des gens des États-Unis, une centaine de personnes des États-Unis, une centaine du Canada qui sont venus faire un tournoi, donc profiter de ces salles-là. Donc, ils n'ont pas amené des chevaux dans la grande salle pour s'affronter avec des lances, là? Non, ils se contentaient de se battre avec des épées. En mousse? Oui, il y a des choses... Non, c'est des épées en métal, cette fois-là. Cling, clang, clong? Bien, il me semble, oui, c'est ce qu'on appelle du live blade, là, de l'épée du combat à l'arme vive, à lame vive. Oui. Fait qu'il y a une ambulance de parquet en avant. Habituellement, il y a toujours un peu, mais c'est moins dangereux que le football. Vu de même. C'est ça. Mais donc, ça, c'est pas nécessairement du jeu de rôle, mais effectivement, ça, il y en a qui vont le faire. Souvent, on va connaître plus les combats à l'épée de mousse lorsque ça va être à l'extérieur, ça va être médiéval. Mais il y en a qui font ça pour de vrai. Là. Il y a vraiment des tournois où les gens donc, portent des armures complètes et puis boucliers, épées en métal, émoussés, évidemment. Là. Et puis, il y a des règles, la touche, le premier qui tombe par terre, enfin. Donc, mais là, il ne faut pas qu'ils brisent vos locaux parce que non, c'est ça. Il y a une attention, souci du détail incroyable qui a été apporté. Là, même, vous faites des vitraux, vous évoquez des vitraux, c'est pas des vitraux, mais... Non, ça a coûté trop cher. Ouais, on aurait passé tout le budget. On voit, ça a vraiment de la gueule ce que vous faites. Là. Oui, bien c'est ça. L'idée étant toujours d'avoir des locaux qui vont pouvoir attirer des gens, que ce soit pour des jeux de rôle, mais même par exemple, des tournages ou des vidéoclips, des shootings photos. C'est arrivé, ça, un vidéoclip? Oui, bien, il y en a eu dans le laboratoire. Il y en a eu 3-4, peut-être. Okay. Donc, autant ça, mais encore rester au service de la communauté aussi. Donc, c'est encore possible de faire du yoga dans une salle qui rappelle un palais des glaces à Versailles. C'est juste que c'est un peu plus luxueux, disons. Oui. C'est peut-être que ça vient, mon Dieu, donner un angle à une rencontre. J'imaginerais une rencontre, je ne sais pas, moi, d'un organisme dans des locaux comme ça. Ça donne un aspect solennel, ou en tout cas, peut-être que ça va changer le contenu des débats. Comme tu mentionnais, on a un laboratoire, donc qui est un peu avec un alambic qui rappelle vraiment le laboratoire médiéval. Et puis donc, il peut se louer aussi, mais comme je mentionne souvent aux gens, c'est faire une réunion patronale ou syndicale là-dedans, ça fait un peu... Mais là, il y a la chapelle pour ça. Oui, c'est ça. Sinon, ça fait un peu Ligue du mal. Il faut faire attention. Les photos vont être bizarres un petit peu. C'est ça. Donc, on a maintenant une salle qui rappelle un peu un style Tudor. On a un laboratoire, une chapelle, comme tu mentionnais. On commence à préparer, on voudrait préparer une petite salle de spectacle à l'arrière. On a des rideaux assez majestueux. Mais, disons, ça, c'est un travail en devenir. Là. C'est quand même... Une salle à la fois. Oui, c'est surtout beaucoup d'investissements. On était chanceux, on a réussi à commencer avant que les prix s'enflamment. Ah oui, maintenant, les matériaux de construction. Là. Oui, là, c'est autre chose. Là. Et là, il faut qu'on en parle. Tu as quelque chose de gros qui s'en vient.
ton prochain projet, Batiscaf. Oui. Ça aussi, c'est encore une fois des décors de grande ampleur. Et c'est cet été que ça va voir le jour. Oui, bien, exactement. Donc, Batiscaf, c'est le premier projet vraiment que j'essaie d'organiser en tout point professionnellement, si on peut dire. Donc, le jeu de rôle Grandeur Nature au Québec, c'est beaucoup basé sur le bénévolat, la communauté, tout ça, ce qui est une très bonne chose aussi, là. Comme un loisir. Bien, beaucoup de loisirs sont comme ça, là. Mais disons, j'essaie de me rapprocher un peu plus vers vraiment une organisation professionnelle de la chose, là. Donc, c'est comme du théâtre, là, qui a des acteurs, qui paie des acteurs, qui ainsi de suite. Et donc, pour Batiscaf, j'ai fait une demande donc Conseil des arts et des lettres du Québec, dans le cadre du partenariat territorial, et j'ai pu donc avoir ce financement-là. Donc, Batiscaf, effectivement, avec ce financement-là, ça nous permet de construire un décor d'ampleur, d'engager des acteurs, enfin, d'y aller à fond, disons. Donc, oui. Parce que là, bon, Batiscaf, c'est le véhicule là, qui va sous l'eau, tout ça. Dans mon imaginaire, moi, un bathyscaphe, c'est pas si grand que ça. Toi, c'est quasiment un sous-marin, là. Je veux dire, c'est... Oui. Des décors, c'est grand, c'est gros, là. C'est ça. Donc, un bathyscaphe, c'est pas un terme qu'on connaît tous. Ça va plus en profondeur, peut-être, qu'un sous-marin? C'est un peu, je voulais dire, c'est un peu l'ancêtre du sous-marin, là. Disons, un bathyscaphe, c'est vraiment une petite boule d'acier, vraiment très, très, très solide, qui peut résister à la pression et qui peut descendre à des profondeurs marines très importantes. Parce que là, tu as situé ça dans la fosse des Mariannes. C'est ça. Ce qu'on connaît comme emplacement le plus profond. Exactement. Là. Donc, c'est le plus profond. Donc, la différence par rapport à un sous-marin, c'est qu'un bathyscaphe, ça ne peut que descendre et remonter. Donc, ça descend au fond et lorsque c'est rendu là, bien, ça relâche du lest et ça remonte en haut. Donc, c'est très, très de base. Ça remonte tranquillement parce que là, il y a une très grande pression. Bien, donc, exactement. Tandis que le sous-marin, lui, peut se promener un petit peu partout. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on appelait ça bathyscaphe. Mais effectivement, habituellement, c'est plus petit, là, étant donné que ça doit résister à des grandes pressions. Parce que là, la structure ronde, ça aide à résister. Toi, c'est plus sur le long. C'est ça. Parce que tu as différents lieux où l'action va se Donc, dérouler. étant donné, disons, le fait qu'il faut quand même que les gens, que ça soit agréable, minimalement agréable. Pouvoir bouger un peu. Bien, c'est ça. Donc, mettre une vingtaine de personnes dans une petite boule ronde. 22 personnes peuvent assister à chacune des représentations. 10 représentations. Ça fait 220 personnes. Fait que là, c'est pas tant de monde. Donc, mais c'est une expérience immersive. Excuse-moi, c'était trop facile. Ça dure 7 heures. Et là, bien évidemment, comme il y a des frais rattachés à ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont participer. C'est 90 $ par personne pour participer à Bathyscaphe. C'est ça. Donc, je vois ça comme une expérience d'une journée. Donc, c'est peut-être un 7 heures au total, mais l'idée, c'est d'avoir un 5 heures vraiment de jeu. Là, on est à l'intérieur de l'événement. Et puis, il y a des préparations avant ça. Donc, des ateliers, autant pour un peu se mettre en contact avec les gens avec qui on participe. Là, parce qu'au-delà du jeu, bien, il faut quand même connaître un peu le monde pour être à l'aise avec eux. Connaître son personnage un peu, commencer à le construire. Puis, par la suite, ça dure environ 5 heures. Donc, il y a trois acteurs animateurs qui sont là-dedans pour... s'assurer d'essayer de faire passer l'histoire. Et donc, effectivement, donc, comme tu mentionnais, c'était le principe est que, là, il faut faire attention, je veux pas. Habituellement, on essaie d'en dire le plus possible avant, mais là, dans ce cas-ci, j'essaie de pas trop en dire. Donc, l'idée, c'est que on a 22 personnes, donc un équipage qui se réveille soudainement dans un bathyscaphe, donc un sous-marin, si on peut dire, et qui ne se rappelle pas pourquoi il est là, qui ils sont individuellement et où est-ce qu'ils sont. Donc, l'idée, c'est de reconstruire par la suite la réalité dans laquelle ils sont pour j'allais dire, s'en sortir, mais peut-être pas. Ils s'en sortiront pas? Ah, ça, je ne sais pas. Mais ça l'amène à un point important, justement, de la chose, c'est que, à la différence du théâtre, les activités comme ça, de jeux de rôle grandeur nature ou théâtre d'incarnation, peu importe, très souvent, on garde une liberté assez fondamentale. Fait qu'on ne sait pas nécessairement comment que ça va finir. Exactement. Donc, évidemment, on peut avoir, en tant que metteur en scène, on peut avoir des balises, on peut avoir des déclencheurs, des contingences ou même certaines fins planifiées, parce qu'à un moment donné, on n'ira pas acheter des feux d'artifice on the spot. Là. Mais il faut garder vraiment une grosse liberté pour que les gens aient l'impression d'avoir un pouvoir sur ce qu'ils font. Ouais. Et donc, dans le cas de Bathyscaphe, c'est un peu ça. Donc, on planifie un peu, il y a des déclencheurs, des choses comme ça, mais après ça, on ne sait pas. Les personnages eux-mêmes ne sont pas définis. Donc, les personnages se construisent au fur et à mesure de ce que vont faire les gens à l'intérieur de l'événement.
Donc, ça permet d'être justement davantage ouvert à un peu n'importe qui voudrait participer, là. Pour autant qu'il est volontaire et il faut avoir la bonne attitude. Ouvert. Exactement. Bon. Donc, c'est ça. Puis toi, est-ce que tu fais partie des 3 qui vont être dans le bathyscaphe ou tu es sur le bateau à la surface? Là, Non, non, c'est ça. Moi, je ne suis pas dans les acteurs. Moi, pour cette activité-là, je vais vraiment avoir une régie permanente, donc en parallèle. Donc, qu'appelles-tu une régie permanente? C'est tout simplement être à part du sous-marin, à l'extérieur des décors, et puis observer et pouvoir réagir en temps réel à tout ce que les gens font. Donc, si les gens ont une initiative, pouvoir leur envoyer une rétroaction immédiate s'ils veulent, admettons qu'ils veulent envoyer une sonde à l'extérieur, s'ils veulent communiquer avec l'ordinateur de bord, c'est bon, peu importe, là. Tout ce qu'on peut imaginer. C'est quoi ta voix d'ordinateur de bord? Là? Ça, j'ai un programme pour ça. OK. Donc, c'est ça. Donc, je suis là vraiment pour m'assurer de répondre à ce que les gens font. Et puis, par la suite, communiquer aussi avec les acteurs à l'intérieur pour peut-être les orienter vers certaines choses. Avec un système... Exactement. Dans l'idéal, oui. Et même si tout fonctionne bien, je suppose avoir des caméras un peu partout dans le sous-marin, donc voir ce qui se passe. Et puis, wow! La techno en masse. C'est comme un Big Brother extrême. C'est vrai, hein? C'est vrai. Il y a un petit peu de ça. Ouais. mais bon, mais pas dans un type de voyeurisme. On fait ça pour le bien du monde. Les gens peuvent déjà réserver leur billet. D'ailleurs, on le disait, il y a 10, pas soirs, mais 10 représentations. Il y en a, je pense, déjà de complètes. Oui. Les gens peuvent se faire un groupe. D'ailleurs, il y a une escompte si on invite des amis. Ben oui, exactement. Donc, on invite les gens à le faire. On peut trouver ça sur Facebook, sur l'Enclave. Oui. Hein? C'est très bien fait. Ou même, il y a un site Internet de l'Enclave, carrément. Oui, c'est ça. Donc, site transactionnel? Oui, minimalement. Ouais. Donc, c'est projet-enclave.com. Sinon, allez sur Google, Projet Enclave, et puis c'est possible de trouver le site. Et justement, sur le site donc, de l'Enclave, il y a un onglet Bathyscaphe où on peut avoir toutes les informations, le nombre de places qui restent dans les représentations. C'était supposé en avoir en janvier. À vrai dire, c'était supposé commencer en janvier 2022. Mais là, il y a eu un petit confinement. Et disons que d'enfermer des gens dans un sous-marin clos... Omicron? C'est ça, c'était pas parfait, c'était pas gagnant. Donc, on a remis ça à l'été pour que ça devrait bien aller. Alors, les 10 représentations sont là entre du 16 juillet jusqu'à c'était à la fin août, je ne me rappelle plus des dates exactes. Donc, c'est 10 représentations la fin de semaine dans ces eaux-là. Là, une fois que ça va être monté, là, le décor de Bathyscaphe, j'espère que vous n'avez pas à le démonter puis le remonter plusieurs fois parce que c'est tellement... imposant que... Non, exactement. Donc, on prend plusieurs jours pour le monter, quelques jours pour le démonter. Puis, entre ça, donc, la semaine, entre les représentations, la semaine, ça va rester là. Et je vais sûrement avoir des annonces à ce sujet-là, mais donc, je vais être aussi présent pour le faire visiter à des gens, donc s'ils veulent venir voir, mais sans nécessairement participer, là, s'ils ne veulent pas faire le pas de plus, là. Donc, s'ils veulent juste venir le voir. Les timides qui ne savent pas encore. Exactement. J'aimerais tout ça. C'est ça. Donc, je vais pouvoir le faire visiter, expliquer un peu c'est quoi le principe, le processus. C'est quand même assez impressionnant. Une fois à l'intérieur, là, on passe dans un autre monde complètement. C'est-tu déconseillé pour les gens claustrophobes, ça? Oui. Ah, d'accord. C'est clair. Et c'est 18 ans et plus. Oui, exactement. Bon. Donc, il y a un avertissement dans l'inscription à ce sujet-là. C'est bon. Ben écoute, Guillaume Bellil, tout ça augure très bien. On te souhaite le meilleur des succès. On va suivre ta carrière, puis on te souhaite aussi une bonne continuation avec le Centre des arts populaires de Nicolet. Merci d'avoir participé à cet entretien. Bien, un gros merci à toi.